Vous savez qu'en 2016, lorsque l'opération Barkhane a été installée, le commandant de Barkhane a fait le tour de ses forces dans les pays concernés. Il est allé au Tchad, sur la base de Faye-Largeau. Là, il a fait la revue des troupes. Et vous savez ce qu'il a dit à ses troupes? C'est documenté ce que je dis. C'est un journaliste français, Laurent Larcher, qui l'a rapporté dans une émission où il parle des non-dits de la diplomatie française. Le commandant de Barkhane dit à ses troupes, ça va vous faire froid au dos. Il leur dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, autrement dit en Afrique. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Tirez vous-même les conclusions. Et les Africains comprendront beaucoup de choses. Pourquoi au Mali, nous avons toutes ces forces-là. Le Mali, comme j'ai dit, l'armée malienne, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP, EUTM, et ça ne fait qu'empirer. À la fin, c'est la désintégration de l'État. La suite, on peut l'imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer que la lettre que le président malien a écrite à l'État français pour demander son intervention, dont aucune copie n'existe ni à la présidence, ni aux affaires étrangères. L'original est en France. Quand nous en a eu besoin récemment, c'est sur le site du Sénat français qu'on a trouvé. Parce que nous voulons relire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France. Ces accords, nous les avons relis. Ça fait partie des choses pour lesquelles ils montent le monde contre nous. Je préfère le redire. Nous avons relis ces accords, le gouvernement qui est là aujourd'hui, et on les a envoyés. Donc, je continue. Le 17 novembre 2015, le commandant de Barkhane a tenu une conférence de presse ici, où il a accusé les mouvements signataires. Il dit que certains ont les pieds avec les mouvements terroristes et un pied dans l'accord. Mais ça, c'est quoi ça? La lettre qui a été envoyée à l'État français le 11 janvier 2013 indique clairement appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français sur notre terre. Ils l'ont respecté à Konna, à Gao. Arrivés à l'extrême nord du pays, ils ont bloqué l'armée malienne. Ils ont amené 4000 militaires français avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Ils ont fait venir d'autres Africains. Ils ont fait venir la MINUSMA, interdit à l'armée malienne d'accéder à une partie de son territoire. Alors qu'ils proclament que c'est pour recouvrer l'intégrité du territoire. Donc il y a un discours apaisant, lénifiant, en attendant le réveil brutal et la réalité que nous voyons. On arrive jusqu'à nous interdire de survoler des parties de notre territoire. Il y a quelques mois, quand on a massacré les gens à Tassiga, notre armée a appris qu'il y a des groupes de terroristes qui sont en train de s'organiser pour venir dans la zone. On a voulu faire voler un aéronef pour aller surveiller, mais on nous a dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Vous croyez qu'on va rester dans ça? Ce gouvernement qui est en place, avec le colonel Assimi Goïta à la tête, a décidé que nous n'allons plus demander d'autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire. Nous allons nous donner les moyens, et nous les avons aujourd'hui. Dieu merci. À moins de 7 mois de la rectification de la traîne, nous avons aujourd'hui les moyens de survoler, aller partout sur notre territoire sans autorisation. Et vous allez plus loin, vous interdisez le survol de notre territoire par des aéronefs militaires français. C'est très simple. C'est la CEDEAO qui a pris les mesures pour dire qu'un avion de la CEDEAO ne vient chez nous. Le lendemain, on débarque des Maliens à l'aéroport de Paris qui avaient déjà leur billet d'embarquement en leur disant c'est les militaires qui ont interdit que l'avion atterrisse à Bamako, ce qui n'était pas vrai. Hier, pendant avant d'embarquer, on leur dit non,
C'est l'Élysée qui a dit que les vols sur le Mali sont annulés jusqu'à la nouvelle-temps. Mais pendant qu'ils font ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut être cohérent. Pendant qu'ils font ça, un avion quitte un pays de la CEDEAO. Il pénètre sur notre territoire. Ne sachant pas qu'aujourd'hui, on s'est doté des moyens de surveillance. On l'identifie. Quand il a su qu'on l'a identifié, il éteint le transpondeur. Quand il a compris qu'on continue à suivre son mouvement, il éteint la radio. Il vient, il débarque, il le retourne. On ne lui dit rien. Nous avons fait un communiqué hier pour les mettre en garde. Mais pendant qu'on nous dit qu'il y a une force d'attente qu'on prépare contre nous, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cet avion? Pourquoi il rentre sur nos territoires? Pourquoi il se cache? On est obligé de se poser des questions. Mais nous avons dit d'arrêter cela. Aujourd'hui, nous avons les moyens de défendre notre territoire. Monsieur le Premier ministre, nous demandons à nos amis de nous aider, mais ils ne peuvent pas aimer le Mali plus que nous. Alors, vous dénoncez donc cette influence française, si on a bien compris. Est-ce que vous pensez que vous faites les frais aujourd'hui de votre rapprochement avec la Russie? Non, il y a pire que tout ça. C'est pas, vous savez, il y a une phrase que j'ai dite à l'ONU qui a choqué quand j'ai dit qu'ils nous ont abandonnés en plein vol. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans le Sahel, il y a deux groupes terroristes. Vous avez le JNIM et vous avez l'IGS. Le territoire de prédilection du JNIM, c'est le territoire malien. L'IGS, c'est dans la zone des 3 frontières. Un jour, alors qu'on a un accord de défense, le président français décide, parce qu'on a fait des nominations qui ne le plaisent pas au Mali, il dit qu'il arrête les opérations militaires, sans nous aviser. Et l'accord sert à quoi donc? Quand on est partenaire, on s'assoit, vous nous dites il est temps de partir, nous allons partir dans 2 mois, dans 3 mois, vous préparez, on prend les emprises. Mais vous dites comme ça à un sommet, nous partons. On nous abandonne, on va se concentrer sur l'IGS. Donc comme pour nous dire, pour le JNIM, occupez-vous-en. Mais nous n'avons compris le message. Mais quand vous laissez ces emprises, vous voulez nous empêcher aussi de chercher des partenaires. Mais c'est quoi ça? Vous pensez que vous faites les frais aujourd'hui de votre rapprochement avec la Russie? Non, nous ne faisons le frais de rien du tout. Nous cherchons les moyens pour défendre notre peuple. Nous voulons avoir notre autonomie de décision. Maintenant, cette campagne qu'il y a contre nous, comme je l'ai dit, ce terrorisme diplomatique, médiatique et psychologique contre nous, ça ne nous fera pas bouger d'un État. Nous sommes dans des relations de coopération avec l'État russe, comme on l'est avec d'autres États. Je ne sais même pas pourquoi il ne parle que de la Russie. On est dans des relations de coopération avec plusieurs États, avec lesquels on paye des armes. Mais ce que nous ne comprenons pas au niveau de la CEDEAO, et je vais vous dire pourquoi souvent on parle d'intérêts étrangers. Lorsque cette histoire de ce qu'ils appellent Wagner, entre parenthèses, est sortie, ceux qui l'ont sorti, ils ont dit d'abord c'est des rumeurs. Ensuite, ils ont dit c'est la presse. Mais certains d'entre eux sont venus nous demander, est-ce que c'est vrai? On a donné des explications. C'est un pays européen, c'est un pays américain. Aucun chef d'État africain n'a appelé notre président, n'a envoyé quelqu'un ici. Ils se sont limités à ce que la presse d'un autre pays dit pour organiser un sommet, pour prendre des résolutions sur des rumeurs véhiculées par les ministres de notre pays, par la presse de notre pays. Qu'est-ce que ça leur coûtait de téléphoner au président, d'envoyer des émissaires pour en savoir plus? Qu'est-ce que ça leur coûtait? Mais ça rentrait dans une stratégie de diabolisation du Mali, aller jusqu'à la tribune de l'ONU, mettre dans les discours des chefs d'État quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Même celui qui vous a mis ça dans la bouche dit c'est des rumeurs. Vous partez inscrire à l'ordre du jour d'un sommet où ce n'était même pas prévu. C'est à 3 heures du sommet qu'on a inscrit le Mali à l'ordre du jour. C'est un sommet sur la Guinée. Mais quand on a toutes ces informations, qu'est-ce qu'on va penser? Mais les Occidentaux persistent et signent. Vous utilisez des mercenaires de Wagner, vous avez démenti, mais quelques semaines après votre démenti, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai envie de répondre à certains que la guerre psychologique, nous, ça ne peut pas nous perturber.
l'intoxication, l'intimidation ne peut pas nous perturber. Ce qu'on nous demande, comme disent les Africains, cabri mort là, que tu les mets au frigo ou bien tu les laisses en putréfaction, ça change quoi? Il est déjà mort. Notre pays est occupé par les terroristes. Comme dit un grand homme d'État chinois, le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris, c'est Deng Xiaoping qui le dit. Nous cherchons un partenaire pour libérer notre pays. Nous sommes tournés vers notre partenaire historique en matière de défense. Les 80% de nos officiers ont été formés en Russie. Les 80% de nos équipements avant le démantèlement de notre armée étaient formés en Russie. Nous nous sommes retournés vers la Russie, qui est un vieil ami, qui nous a tendu la main, et d'autres pays que je ne veux pas citer parce que, comme ils ne veulent pas parler, ils ne veulent parler que de la Russie. Mais ils se mettent à crier. Donc, nous devons rester. Tous les jours, on tue des centaines de Maliens dans les villages. On prend des résolutions sans nous. La dernière résolution, on amène une résolution à l'ONU pour décider de 2200 militaires supplémentaires de l'aménagement. On n'a pas vu le projet. On n'a pas discuté. On ne sait pas quel contingent vient là-dedans. À quelle fin il vient. Ils vont être où? Tout cela parce que le Mali est devenu un État vassal. Nous avons dit à l'ONU, à notre ambassadeur, de dire non. Lorsque nos frères tchadiens récemment, quand les Français ont décidé d'abandonner les emprises au nord, nos frères tchadiens nous ont dit qu'ils ont besoin d'augmenter de 2000 hommes, leurs hommes pour mieux se sécuriser. Mais on a réglé sur une base bilatérale. Il n'y a pas eu de problème. Donc, ce qu'on veut faire du Mali, les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui ne sont pas de cette agence-là. Ce n'est pas des hommes qui sont heureux d'être, qu'on les tape sur les épaules, qu'on les donne des satisfecits, des bons démocrates, des bons dirigeants, d'aller faire la nuit dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit en Europe. Ce n'est pas ces hommes-là. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des patriotes dont certains ont risqué leur vie pendant des années. Nous voulons restaurer la dignité, l'indépendance, la souveraineté, la fierté du peuple malien et des Africains. C'est tout. Nous commandons 6 avions. On en trouve 4. Les 2, on ne sait pas d'où l'argent est parti. Les 4 qui viennent manquent de certaines fonctionnalités. Or, en 2013, lorsque survenait le nouveau gouvernement, le gouvernement de transition avait évalué à 400 milliards de francs CFA les moyens qu'il fallait pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la loi d'orientation et de programmation militaire. Arrivé au pouvoir, l'ancien président a réévalué et l'a mené à 1230 milliards. Les Maliens ont applaudi des deux mains. L'opposition a voté. 7 ans après, nous n'avons pas de vecteur aérien. 7 ans après, nos soldats tombent sur le terrain, on les enterre dans des fosses communes. Personne ne peut pas les... 7 ans après, nos soldats meurent de soif, ils meurent de faim. 7 ans après, ils sortent pour aller chercher de l'eau dans des puits. Les terroristes les tuent. Je vous donne le cas de la base, la fameuse base de Ndélimane, qui a été financée par l'aménagement, construite par Barkhane. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Les soldats sont sortis pour aller chercher de l'eau plusieurs jours. Donc les terroristes ont étudié leur parcours. Ils vont les surprendre au puits, ils les assassinent, ils mettent des explosifs dans les véhicules, ils viennent rentrer dans le camp. Est-ce qu'on a besoin, au XXIe siècle, de faire les grandes écoles d'ingénieurs pour savoir, ou avoir juste du bon sens, pour se dire qu'on ne peut pas construire un camp militaire dans le désert et qu'il n'est pas prévu un forage? Le premier besoin de l'homme dans le désert, c'est quand même le forage. Quand vous regardez tout ça, vous finissez par vous poser des questions. Et donc, nous disons, le peuple dit, je ne peux pas accepter que je débloque des ressources et que des individus, un groupe d'individus se trouvent, il les détruit. Le chef de l'opposition, paix à son âme, Soumaïla Cissé, a saisi l'Assemblée pour des enquêtes parlementaires. On a refusé. On a refusé. On vient trouver des factures, des véhicules de 40 millions, des véhicules de transport, facturés à 400 millions. Des pistolets de 110 000 facturés à 1 million, des camions, des citernes de 26 millions facturés à 250. C'est comme ça que tout l'argent de l'armée est détourné. Et les acteurs sont connus.
Vous avez un ambassadeur d'un des plus grands pays européens qui a dit ici en partant, il dit qu'il ne recommandera jamais à un ressortissant de son pays de venir investir au Mali. Quand un ambassadeur va dire ça à cause de la corruption, qu'est-ce qu'il rend encore pour l'honneur du Mali? Donc le peuple dit la lutte contre la corruption et l'impunité. Le président a d'abord expliqué et invité la CEDEAO à beaucoup plus de discernement, de tenir compte de la complexité de la situation du Mali, de tenir compte de l'état physique de notre pays. Le président a ensuite lancé un appel patriotique aux Maliens pour qu'ils se retrouvent face à l'union sacrée, pour sauver notre pays, pour sauver notre État. Le président a ensuite invité au dialogue. Il n'a pas fermé la porte. Comme toujours, nous sommes un pays de dialogue, nous ne fermons pas la porte. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est de nous humilier, c'est de nous piétiner, c'est de nous chercher à faire comme si nous sommes revenus à l'esclavage. Le peuple malien ne l'acceptera pas. Nous avons des amis. Je voudrais saisir cette occasion. D'abord pour remercier certains chefs d'État. Nous savons très bien, nous avons envoyé des missions dans beaucoup de pays. Il y a des chefs d'État qui font preuve de compréhension, j'allais dire de compassion vis-à-vis de notre peuple. Mais nous comprenons aussi les pressions qu'ils ont, les influences. Nous ne confondons pas vitesse et précipitation. C'est pour cela que nous ne fermons pas la porte au dialogue et aux négociations. Nous voudrons remercier de façon particulière nos frères de Guinée. Vous savez, un ancien président guinéen avait l'habitude de dire que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons du même corps. Je crois que le gouvernement guinéen vient et le peuple guinéen viennent d'en donner la preuve. Nous voudrons aussi remercier nos frères algériens qui ont pris une position ouverte au dialogue, un appel au dialogue. Nous remercions aussi nos frères mauritaniens, chacun a son style. Ils ne parlent pas beaucoup, mais nous savons qu'ils ne sont pas hostiles à notre pays. Nous saluons les peuples africains. Nous savons aujourd'hui que notre peuple est soutenu par l'ensemble des peuples africains aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire à certains que dans une certaine mesure, sans exagération, le destin de l'Afrique se joue au Mali en partie. J'ai l'habitude de dire aussi à certains que c'est dans les difficultés qu'on connaît ses amis. Les amis, pour donner une sorte d'allégorie, c'est comme les étoiles. C'est dans l'obscurité qu'on les voit. Nous sommes aujourd'hui sous un voile épais qu'on a mis sur le Mali, qui crée de l'obscurité. Il y a des amis que nous voyons. Nous ne serons jamais isolés. Même les pays qui ont pris les sanctions, leur gouvernement, en leur âme et conscience, mais surtout leur peuple, sont avec nous aujourd'hui. Nous voudrons remercier les peuples africains. L'erreur que la CEDEAO commet, c'est de ramener tout aux élections. Le Mali n'a fait que des élections depuis 30 ans. Pourtant, pendant 30 ans, il n'a cessé de sombrer. Il n'a eu que des coups d'État. Et d'ailleurs, le dernier coup d'État est intervenu à la suite d'élections. Donc l'élection ne peut pas être une fin en soi. Je voudrais rappeler que les jeunes officiers patriotes qui ont parachevé la lutte héroïque du peuple malien, portée par le M5 RFP le 18 août 2020, ne sont pas sortis des casernes pour venir prendre le pouvoir. C'est des officiers qui ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires au nord. Ils connaissent la réalité. Ils ont vécu toutes les trahisons, tous les coups bas, tous les coups de poignard que notre armée a subis, toutes les difficultés. Ils étaient là, ils ont regardé. Ils ont vu qu'on utilise une partie de l'armée pour tirer sur la population. Lorsque le pouvoir politique extrait une partie des forces armées pour aller tirer sur des citoyens dans les mosquées, devant les mosquées, pendant des jours, le peuple
a continué sa lutte pendant des mois, a laissé sur le champ de bataille des morts et des blessés. La CEDEAO était où en ce moment? On a rencontré les dirigeants de la CEDEAO. C'est moi qui dirigeais les délégations. C'est d'ailleurs pour cela qu'il paraît qu'à chaque réunion, il y en a qui viennent, qui disent que pour que ça se calme au Mali, il faut que le président change de Premier ministre. Mais le président, c'est lui qui choisit son Premier ministre, ce n'est pas d'autres chefs d'État. Nous leur avons dit en son temps, on ne peut pas comprendre qu'un pouvoir dit démocratiquement élu tire sur sa population, tue des citoyens, et vous dites qu'il faut qu'il reste. La CEDEAO nous a dit en son temps qu'il ne peut pas demander la démission d'un président. Mais que si le peuple prend ses responsabilités, ils en prennent acte. Si le président démissionne, ils en prennent acte. Mais c'est ce qui s'est passé au Mali. Le peuple a pris ses responsabilités. Le président a démissionné. Satan! Satan! Vive le peuple malien! Que Dieu bénisse le Mali! Comme Maliens prennent nos Kounindi pour que Mali croit à Dieu. Quand les Maliens prennent nos fly sans faire pour se rassurer que vous êtes déterminés. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul s'il se fait des illusions sur la condescendance de ce maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Merci au peuple malien. Merci. Le peuple dit, on ne peut pas accepter cela. Il faut mettre fin à l'impunité. Vous êtes journaliste. Il y a eu des disparitions forcées de journalistes, disparus à la date d'aujourd'hui. Le peuple dit, on va chercher à savoir. On ne peut plus accepter qu'un pouvoir dit démocratique fasse disparaître des journalistes, tue son peuple. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Elle n'a rien dit. Donc le peuple dit, lutte contre l'impunité. Le peuple dit, la déliquescence de l'État malien a comme l'une des causes principales la corruption qui a gangréné tous les corps de notre société, qui a désarticulé notre armée. Nous avons 25 à 30% des ressources allouées à l'armée qui sont détournées. Nous commandons, dans un pays vaste comme le nôtre, nous commandons 6 hélicoptères. Au finish, c'est 2 hélicoptères qui sont présentés aux Maliens. 3 mois après, on se rend compte que c'est des hélicoptères d'occasion, achetés au prix du neuf. 3e revendication. 4e revendication, ça fait 20 ans qu'on a essayé des réformes de la Constitution, qui comportent des tares qui bloquent notre système démocratique. 2001, tentative de réforme de la Constitution, échec. 2011, tentative de réforme de la Constitution, échec. Tentative de réforme de la Constitution en 2017, échec. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Chacun des présidents fait ses 10 ans, alors même qu'il sait que le peuple veut des changements. Il attend à quelques mois de la fin de son mandat pour vouloir modifier la Constitution. Donc il est soupçonné de tripatouillage comme ça se fait dans certains pays. Donc le peuple dit, si le gouvernement change, il faut qu'on fasse les réformes politiques et institutionnelles une bonne fois par un gouvernement de transition. Et enfin, le peuple dit, l'outil de défense a été désarticulé, a été détruit. Il faut restaurer la sécurité des Maliens avant d'aller aux élections. En 2013, lorsqu'un gouvernement démocratiquement élu, comme il l'appelle le gouvernement légitime, l'insécurité était à Kidal. 7 ans après, alors que vous avez Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP, EUTM, l'armée malienne, l'insécurité s'étend comme une gangrène dans le pays, atteint 80%. Pendant qu'il était en place un gouvernement dit démocratiquement élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'être élu ne vous donne pas droit de vie et de mort sur les citoyens. Le premier élément de légitimation d'un pouvoir, pour ceux qui connaissent l'histoire de la constitution des États, c'est la capacité de l'État à assurer la sécurité des personnes et des biens. Un État qui ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être un État légitime.
Donc le peuple dit, il me faut un gouvernement qui assure ma sécurité. Alors, voici les 5 revendications. Si on regarde la transition en dehors de ce prisme-là, on se trompe. Notre rôle aujourd'hui, c'est que le peuple a demandé au sortir des assises, c'est de faire une transition pour régler ces 5 problèmes, passer le pouvoir à un gouvernement qui n'aura plus à s'occuper de ça, mais des questions de... Ce que nous ne pouvons pas accepter, il faut que ça soit très clair. Nous n'allons jamais, aussi longtemps que nous avons la confiance de notre peuple, commettre l'erreur d'organiser des élections dont sortiront un président qui va être contesté le lendemain pour aller à notre coup d'État. De coup d'État en coup d'État, on veut faire disparaître l'État malien. Nous n'allons pas l'accepter. On se rappelle, Monsieur le Premier ministre, au lendemain de ce que vous avez appelé la rectification de la trajectoire de la transition, le Mali avait promis à ses partenaires internationaux d'honorer ses engagements internationaux. Comprenez-vous, dès lors qu'on vous reproche de n'avoir pas tenu ces délais, qui, je vous signale au passage, avaient été aussi définis par de précédentes assises? Vous savez, dans l'armée, il y a un dicton qui est très pédagogique. On dit que la mission est sacrée, mais c'est le terrain qui commande. Lorsque vous avez un pays en guerre, vous ne pouvez pas assurer la sécurité des citoyens. Lorsque nous sommes venus aux affaires, lorsqu'il y a eu la rectification de la trajectoire de la transition, quelle était la situation au Mali? Nous avons des grèves illimitées partout. Le pays était bloqué. Même les opérations militaires sur le terrain étaient impactées. Aujourd'hui, nous avons pacifié le front social. Lorsque la rectification de la trajectoire intervenait, il n'y avait aucune poursuite dans le domaine de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, tous les dossiers emblématiques sont dans les mains de la justice. Parce que ce qui s'est passé et qu'il faut que les uns et les autres sachent, pourquoi on nous dit allez-y vite à un gouvernement légitime? C'est des gouvernements légitimes qui ont orchestré la corruption, qui ont mis les dossiers de corruption dans les tiroirs, qui ont bloqué tout. Aujourd'hui, il y a une volonté politique. La justice est libre. La justice a sorti les dossiers. Tous les dossiers aujourd'hui qui sont sur la table des juges, ce ne sont pas des dossiers qui ont été montés sous la transition. C'est des dossiers qui existaient bien avant. Deuxièmement, on nous dit, faites les élections sans l'organe unique. Mais c'est pour qu'on tombe dans la même erreur, pour contester les élections l'année. On nous dit, allez-y aux élections, laissez les réformes au gouvernement légitime. Mais c'était des gouvernements légitimes qui étaient là, qui avaient refusé de faire les réformes. Nous avons l'accord pour la paix et la réconciliation, signé depuis 2015. Il y a des réformes exigées par cet accord que le gouvernement dit légitime n'a jamais pu faire. Nous allons les faire. Nous voulons qu'à la fin de la transition, nous ayons un pays réhabilité, un État stable, des institutions stables et que les nouvelles autorités puissent avoir un pays à gouverner et non pas venir éteindre des incendies, aller s'adosser à des pays étrangers qui vont les balloter de réunion en réunion. Finalement, le pays ne fait que sombrer. Nous ne voulons plus de ça. C'est à ce qu'on vous reproche de ne pas avoir respecté la parole donnée. Vous savez, il y a des discours politiques. J'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres que nous faisons de la politique. Nous sommes des pragmatiques. La politique, c'est quoi? La politique, je dis, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de restaurer la dignité du peuple malien, sa sécurité, son indépendance. Ce qui est nécessaire. Ce qui est possible, c'est de se donner le temps d'organiser une transition responsable. C'est ce que nous faisons. Maintenant, les agitateurs, ceux qui sont dans la propagande, dans les formules choc, n'adressent pas la parole, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, ils ne sont pas collés à la réalité. Une politique déconnectée de la réalité, ce n'est pas une politique. Alors, jusqu'où peut aller cette crise avec la CEDEAO? Il est vrai qu'aucune des parties ne ferme la porte au dialogue, mais chacune des parties semble camper sur ses positions. Est-ce que vous êtes toujours en négociation? Vous savez, moi je suis persuadé que si vous enlevez les mains étrangères, les influences étrangères qui ont un autre agenda, si vous enlevez ces influences, entre nous Africains, on va se comprendre. Deuxièmement, le Mali, dans sa constitution, dans toutes ses constitutions, dit qu'il est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté
pour réaliser l'unité africaine. C'est pourquoi vous allez voir toutes les organisations sous-régionales qui sont en Afrique, ou régionales, le Mali fait partie des fondateurs. Mieux, vous croyez que c'est pour rien que lorsque l'Afrique a voulu s'organiser pour se libérer du colonialisme, c'est au Mali qu'on a tenu le grand congrès du RDA? Ce n'est pas par hasard. Les principaux leaders du RDA qu'on vous fait bonner, ce n'est pas des Soudanais. Le Mali est une terre de dignité. C'est une terre qui a une longue histoire. C'est une terre dans laquelle l'Afrique se reconnaît. Et c'est pourquoi je dis, le combat du Mali aujourd'hui, tous les peuples le soutiennent parce que ça redonne l'espoir. L'espoir de pouvoir s'assumer, de dire non quand ce n'est pas bon pour notre pays, de dire oui librement quand c'est bon. C'est ça le véritable enjeu. Alors certains vous demandent aujourd'hui de sortir de l'UEMOA, de sortir de la CEDEAO. Est-ce que la question est quelque part à l'ordre du jour? C'est une question qui fait partie des mesures de riposte sur le long terme. S'il y a le choix à faire entre la restauration de la dignité de notre peuple, de sa souveraineté, de son intégrité, de la personnalité du Malien, s'il y a un choix à faire entre ça et sortir de ces organisations, je crois que le peuple malien avisera le moment venu. Mais ma conviction, c'est qu'on n'en arrivera pas à ça. Parce que ni le Mali, ni la CEDEAO. Parce que, vous savez, les conflits, on sait comment ça commence. Personne ne sait comment ça se termine. Et ce conflit-là, comme on dit en Bambara, on est en train de nous faire une mauvaise guerre. On ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens. Ceux qui nous donnent les leçons, est-ce qu'ils peuvent aimer le Mali plus que les Maliens? Le président de la transition, c'est un jeune officier qui a fait 18 ans, depuis 2002, il était sur le théâtre des opérations. Il a interrompu des formations à l'extérieur pour venir diriger des équipes commando, pour desserrer les taux sur des militaires qui ont été pris dans des zones où ils ne peuvent pas s'en sortir. Est-ce que des hommes comme ça, quelqu'un peut s'asseoir dans son palais à l'extérieur pour dire qu'il aime le Mali plus que lui? Pour dire qu'il faut retourner à l'ordre constitutionnel? Mais l'ordre constitutionnel, on se prépare à y retourner. C'est le même discours qu'on a tenu en 2013. En 2012, le président est tombé. On a refusé de faire le diagnostic. On a dit élection, élection, élection. Il y a même un président qui a dit « je ne vais pas tolérer le report ». On a installé un président parce qu'on a refusé de faire le bon diagnostic. En 2018, disons, quand la CEDEAO a déposé son rapport, elle a fait le diagnostic, le président a refusé, mais nous ne voulons plus tomber dans ça. Alors, vous avez parlé de cette CEDEAO sous influence extérieure dans le communiqué d'ailleurs que le gouvernement a publié pour condamner les sanctions. Vous avez regretté que, je cite, des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessein inavoué. Êtes-vous en train de dire que la CEDEAO est à la solde de quelqu'un? Si oui, de qui? Je ne dis pas qu'elle est la solde de quelqu'un, mais ces décisions sont manifestement influencées par des prises de position extra-africaines. Vous savez, on a besoin un peu de rafraîchir les mémoires des uns et des autres. La crise malienne est survenue en 2012. L'une des raisons, c'est vrai, c'est l'absence de leadership éclairé et de maturité stratégique qui a fait qu'on a détruit notre outil de défense. Mais ça, c'est peut-être 30%, 40%. Mais qui a détruit la Libye pour répandre les armes partout, pour amener des mercenaires de Libye, pour dire allez-y, coupez le Mali en deux? Ce n'est pas nous qui le disons. C'est des responsables français. J'ai les noms, j'ai un document, tout est documenté, qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Vous avez des responsables des anciens mouvements rebelles qui disent clairement que c'est la France qui leur a dit on va diviser le Mali, vous donner l'indépendance. Mais qu'ils ont compris plus tard que la France voulait les utiliser pour affaiblir l'État malien et faire ce qu'elle veut. Mais passons sur ça. Le président est tombé. La CEDEAO, vous savez, elle parle de forces d'attente aujourd'hui pour nous intimider. Ceux qui veulent nous intimider, notre peuple et notre armée les attendent de pied ferme.
Allez-y, la résolution. On est venu nous dire après que les opérations de maintien de la paix, ce n'est pas pour faire la guerre. Mais quand on l'a mené, qu'est-ce qu'on a dit aux Maliens? C'est pour les aider à lutter contre le terrorisme. Mais je ne passe sur ça. L'opération Serval, quand c'est intervenu, le 11 janvier, qu'est-ce qui a été dit? 3 objectifs par le président français, repris par son ministre de la Défense. Premier objectif, détruire le terrorisme. Deuxième objectif, aider à restaurer l'intégrité du territoire malien. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. 8 ans après, aujourd'hui on est en 2022, donc ça fait 9 ans après. L'intégrité du territoire, disons le terrorisme au lieu d'être détruit, il a quitté l'extrême nord pour prendre 80% du pays. L'intégrité du territoire à la date d'aujourd'hui n'est pas rétablie. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année, au point que cette année, nous nous sommes opposés à une résolution. Donc vous tirez vous-même la leçon. Mieux, est-ce que vous savez qu'en 2014, lorsque l'armée malienne a essayé de reprendre la totalité de son territoire, il y a eu des affrontements dans l'extrême nord. Les soldats maliens, certains qui se sont réfugiés dans le camp de l'aménagement, on les a désarmés, ça se comprend. Est-ce que vous savez que quand l'armée a voulu récupérer les armes, le commandant de Barkhane a dit non, que c'est un butin de guerre qui appartient à la SEMA. Ils ne vont pas le donner à l'armée malienne. Est-ce que vous pouvez imaginer? Bon paix, tcha tcha tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis.